Le 6 mai 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout, la critique de François Vineuil du dessin animé américain Blanche-Neige et les Sept Nains, Snow White and the Seven Dwarfs, texte intégral. La plupart de nos lecteurs connaissent déjà, je pense, l'historique de Blanche-Neige et les Sept Nains. Walt Disney, le jeune maître du dessin animé, l'initiateur de la couleur dans ce charmant domaine, décidait, il y a 4 ans, de consacrer toute la fortune que lui ont gagnée Mickey Mouse, Donald Duck et les Silly Symphonies à un projet d'une folle audace, la création d'un dessin animé qui eut la longueur d'un film dramatique. Les réserves de Walt Disney y ont passé tout entières, les avances de plusieurs banques aussi. Le film, achevé après 90 mois de travail, a coûté 50 millions de francs. Il a employé 600 dessinateurs, Walt Disney composant lui-même de son crayon tous les personnages, toutes les expressions, toutes les attitudes. Il a fallu faire près de 2 millions de croquis ou de dessins, dont 250 000 ont été retenus pour les mouvements du film définitif. Si une pareille entreprise avait échoué, on peut dire que la plus heureuse évolution de l'art cinématographique aurait été retardée de 50 ans. Blanche-Neige est une réussite admirable, un succès universel. Le cinéma voit de ce seul fait s'ouvrir devant lui des perspectives étonnantes et presque vertigineuses. Je ne pense pas avoir besoin de rappeler longuement que Walt Disney s'est inspiré d'un des plus gracieux contes de Grimm, celui de la petite princesse jalousée pour sa beauté par sa belle-mère et qui se réfugia au cœur d'une forêt dans la cabane de 7 nains. Disney et l'armée de ses collaborateurs, armée étonnamment disciplinée et enthousiaste, ont consacré depuis 4 ans à cette œuvre le meilleur de tous leurs dons. Depuis le chef jusqu'au plus modeste des in-betweeners, les artisans qui font les dessins intermédiaires d'un mouvement, chacun a eu à cœur de faire son chef-d'œuvre. Le résultat est digne de cet incroyable labeur. Il vaut mieux indiquer aussitôt la seule faiblesse de Blanche-Neige. Ce sont les 3 personnages humains, Blanche-Neige, la méchante reine et le prince charmant. Leurs mouvements sont d'une souplesse étonnante, mais pour leur visage, on sent Walt Disney encore hésitant. Il n'a pas choisi, et c'est du reste infiniment délicat, entre le réalisme et la franche stylisation. Il s'en tient à un compromis gracieux, un peu mièvre, un peu figé, des physionomies de poupées. Blanche-Neige n'est donc pas tout à fait assez vivante, assez charnelle pour émouvoir autant que nous le voudrions nos sens et nos cœurs. C'est un peu un joli mannequin, surtout parce qu'elle apparaît au milieu de l'étourdissante mobilité des autres éléments de l'œuvre. Si Walt Disney, en effet, n'est pas encore parvenu à créer la princesse idéale, tout ce qui relève dans son film de la pure fantaisie, c'est-à-dire la presque totalité de la projection, est stupéfiant et adorable. Tout Paris, après toute l'Amérique et toute l'Angleterre, sera épris de main des 7 nains, profs, joyeux, atchoum, timides, dormeurs, grincheux et simplets. Tous les spectateurs raconteront ces épisodes d'une invention exquise. La mine de diamants pleine d'étoiles où les nains travaillent, leur retour à travers la montagne, leur logis de vieux petits célibataires pas très propres, où tout à coup, sur l'injonction de Blanche-Neige, les biches lavent les assiettes avec leur langue, les écureuils balaient le plancher avec leur panache, le concert aussi que les nains offrent à la princesse et le baiser matinal qu'elle met sur leur crâne déplumé. Songez que chacun des petits hommes a un caractère bien typé, que Simplet est une création comique digne de reparaître dans 20 films, ni plus ni moins que Charlie Chaplin. Que signaler à votre admiration ? Tout, presque tout. Les bêtes de la forêt sont d'une pureté de dessin, d'une justesse d'allure qui permettent cette fois d'évoquer les Japonais. Les nains sont créés de toutes pièces et cependant ces petits lutins sont d'une humanité de gestes et d'expressions désopilante ou bouleversante. Il n'y a pas un seul mètre de la pellicule sans une trouvaille et même sans 2, sans 10 trouvailles, car presque toujours le charme va de pair avec l'humour. Les scènes de sorcellerie où l'on voit bouillir les poisons, se transformer le visage de la reine, représentent pour la première fois avec autant de puissance la fantasmagorie d'Edgar Poe.
Ces condors qui disparaissent en tournoyant dans un puits d'ombre, c'est vraiment la descente dans le maelstrom. Cette fois, nous l'avons vu. La petite partition musicale est merveilleusement adaptée à son rôle, mordante ou tendre. Je crois qu'il est impossible de relever dans la couleur, fraîche ou sinistre, une seule faute d'harmonie. Cette couleur participe à chaque instant du petit drame et de l'idylle. Il faudrait admirer aussi avec quelle adresse Walt Disney a su escamoter le seul passage où son scénario devait fléchir, le retour du prince charmant. Mais le triomphe de Blanche-Neige, c'est peut-être d'avoir d'abord pu nous toucher avec des marionnettes dessinées mieux qu'avec des êtres de chair et d'os. Il est difficile d'assister d'un œil sec à la scène où les nains, sur la pointe des pieds, viennent fleurir le cercueil de verre de Blanche-Neige. Toute la poésie des pays anglo-saxons, pour chasser d'un bout à l'autre du Nouveau Monde, s'est réfugiée dans la maison de Walt Disney. Cette maison est une usine, la science est pour une fois la servante du rêve. Il ne devient plus possible, après Blanche-Neige, de voir une féerie, un opéra monté sur les planches branlantes parmi les décors rigides de nos théâtres. Walt Disney, qui pour toutes les opérations purement techniques, rythme, découpage, montage, serait déjà le premier artiste de cinéma du monde, montre au cinéma son vrai domaine. Le dessin animé, pourvu maintenant de la couleur, de la lumière, du relief, a bien rompu cette fois avec la caricature. Il est entré dans l'empire enchanté du fantastique et de la plastique, des songes et de la fable. Que de joie et de beauté notre siècle lui devra. Dans 50 ans peut-être, Walt Disney fera figure de primitif, mais il y a des primitifs dont l'art est complet. Cas de l'auteur de Blanche-Neige, du poète le plus exquis sans doute de notre temps.